goes till the dawn, till sunset. Getting no rest till the judgment day. Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant cotton, he don't plant taters, and them that plant them are soon forgotten. But old Man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain. New Orleans is our home. La Nouvelle-Orléans, c'est notre maison. Et Katrina, moi je l'appelle Katrina, la reine d'Orléans, elle nous a arrachés à nos maisons, exactement comme l'esclavage nous a arrachés à l'Afrique. Mais nous avons vaincu l'esclavage et nous vaincrons la reine Katrina. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Les rues de la Nouvelle-Orléans, l'âme de cette ville depuis plus de 2 siècles. Les voici, quelques jours après le passage de l'ouragan. Dans la mondialement célèbre Bourbon Street, la musique inonde chaque croisement, 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Mais pas ce jour-là. Depuis 2 semaines, pas une note de jazz. Le bruit des pales d'hélicoptères prend toute la place. Michael Foster, le premier musicien de retour en ville. Cet enfant de New Orleans a dû pour cela braver les barrages militaires. Il avait besoin de voir et de sentir sa ville. Il avait vu les dégâts à la télévision, mais cela ne suffit pas. Pendant toute une journée, il décide de parcourir la cité, peut-être pour transformer la destruction en inspiration. Première étape, le parc Louis Armstrong, envahi par une eau noire, boueuse et contaminée. I've come here a number of times and have taken it for granted just to be able to walk up to the statue. Je suis venu souvent ici et je ne me rendais pas compte de l'importance de pouvoir marcher normalement vers cette statue de Louis Armstrong. J'ai enregistré mon premier disque juste là, dans cette rue. Avec ma femme, nous avions garé la voiture de l'autre côté du parc. Et alors que nous traversions ce jardin, nous nous sommes arrêtés un instant à côté de cette fameuse statue. Et là, je la regarde et c'est impossible de l'approcher à cause de l'inondation. Et quand je suis là, je veux m'en approcher. Et en même temps, regardez, il y a de l'espoir. On peut voir, entendre la vie dans cette ville fantôme, dans cette ville où la mort est si présente partout. Et là, la vie fonce sur nous. Là, donc je pense que c'est un signe que tout va finir par s'arranger. Écoute, c'est de la musique magnifique ce qu'ils font. Ça change du bruit des hélicos. Je crois que je vais écrire une chanson avec ces sons-là. Regarde, ils ont l'air contents eux aussi de croiser du monde.
Le quartier du Lower Ninth Ward, le jour de l'ouragan. Des centaines de maisons disparaissent. C'est le berceau du blues et du jazz à la dérive. L'anéantissement. Ici, la maison de Fats Domino a été engloutie. La star a été laissée pour morte pendant plusieurs jours. Ici, l'arrivée des secours a parfois pris presque une semaine. Ici, l'Amérique a abandonné son propre peuple. Février 2006, 6 mois après la rupture des digues, le Lower Ninth Ward est à l'abandon. Un quartier noir et pauvre à 5 minutes seulement du centre-ville. Un quartier historique. Et pourtant, depuis 6 mois, rien n'a bougé. Il y a beaucoup d'histoires dans le quartier français. Mais le Lower Ninth Ward a une histoire encore plus profonde. Et surtout, ce n'est pas un attrape-touriste. Pour moi, c'est ici que se trouve le vrai cœur, l'âme de la ville. Notre quartier, notre communauté, les gens de la classe ouvrière, les familles pauvres, c'est là que sont gardées les traditions de la Nouvelle-Orléans. Le Lower Ninth Ward a une valeur historique capitale. Les maisons sont historiques. C'est ici que pour la première fois, les Noirs sont devenus propriétaires. C'est le premier quartier où les citoyens noirs ont commencé à acheter des maisons en masse. Et la mairie veut se débarrasser de nous depuis toujours. Et ils vont utiliser ce désastre comme prétexte pour le faire. Pour l'argent ? Oui, pour l'argent des impôts locaux, pour attirer des gens plus riches. Peut-être aussi pour donner un visage plus blanc à la ville. Les traditions et le mélange. Les natifs de New Orleans parlent de gumbo. Les blancs et les noirs, les riches et les pauvres, les créoles et les cajuns. L'héritage de la France, de l'Espagne, de l'Amérique, le commerce du coton et le crime de l'esclavage. Une communion sans fin autour d'un verre de Bourbon. Voilà l'âme de cette ville. Voilà ce qui la rend unique aux États-Unis. Des traditions multiples, à l'origine d'un courant musical parmi les plus créatifs de l'histoire des hommes. Michael Foster et son ami Emile Turner en sont les héritiers. Ils continuent leur périple dans la Nouvelle-Orléans dévastée. Et ils arrivent à Bourbon Street. Vous allez jouer de la musique? Ouais, quelques notes en hommage. Ah ok, génial, bonne idée. Bon, ben on reviendra. À ce moment-là, il n'y a plus que le silence à Bourbon. Alors Michael et Emile décident d'offrir à la Nouvelle-Orléans les funérailles qu'elle mérite. Il suffit de quelques secondes. Enivrés, les quelques habitants encore sur place sortent de l'ombre. Ce geste, agiter un mouchoir blanc, c'est toute la tradition de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, comme hier, un geste ancestral qui accompagne le dernier voyage d'un défunt lors d'un jazz funéral. Ce jour-là, Michael et Emile enterrent leur propre ville. Il y a 400 ans, sur le continent africain, les Dahoméens du Bénin et les Yarouba du Nigeria
estimait qu'il fallait assurer la paix dans l'au-delà en offrant un enterrement digne de ce nom. Une fois sur le sol américain, ces hommes réduits en esclavage ont perpétué la tradition. Perpétué et modifié. Les chants tribaux ont laissé place au cuivre des marching bands. Et derrière les musiciens, la second line, en français, la deuxième ligne. Une tradition typique. La foule de la rue est attirée par la musique puissante et forme la queue du cortège. Sous le climat étouffant de la Louisiane, le mouchoir blanc est devenu un accessoire indispensable. Et puis il y a ce mélange de joie et de tristesse, là encore tout droit issu de l'origine africaine. Pour assurer son repos, le défunt ne doit pas laisser derrière lui une famille effondrée et détruite, mais des proches sereins et heureux. La ville est un no man's land où ne circulent que les forces de l'ordre, les secours et les voitures de presse. Michael et Emile passent les checkpoints et s'enfoncent jusqu'aux confins du quartier français. On est où ici, Michael? This is Rampart Street and St. Anne. Là, on est à l'angle de Rampart et Sainte-Anne, juste en face du célèbre parc Louis Armstrong. C'est un immeuble qui s'appelle Donna's Bar and Grill. C'est un endroit très fort pour moi. Après avoir joué à la Nouvelle-Orléans pendant des années, c'est là que j'ai enregistré mon premier disque. No New Orleans, you have no Louis Armstrong, no Sidney Bechet. Sans la Nouvelle-Orléans, vous n'avez pas Louis Armstrong, vous n'avez pas Sidney Bechet, vous n'avez pas Charlie Parker. Vous savez, la Nouvelle-Orléans, c'est le plus beau cadeau de l'Amérique à la culture mondiale. Vraiment, je suis complètement étranglé de voir ça comme ça. Regardez, il n'y a que des soldats, des hélicoptères. Et ce sont les gens qui font vibrer ce lieu. Et là, il n'y a plus personne. Alors moi, vous savez, quand j'entends pas de musique dans cette partie de la ville, où on vient pour la musique, on vient pour la cuisine, on vient pour les gens, c'est trop dur pour moi. Pardonnez-moi si je suis un petit peu éteint, mais je prends tout ça en pleine poire et j'essaie de gérer au mieux, mais c'est dur. Hein. Bâton Rouge, destination numéro 1 de cette nouvelle diaspora. En 48 heures, la population est passée de 400 000 à 600 000 habitants. L'afflux de déplacés en a fait la première ville de Louisiane. Il n'y a pas de centre, encore moins d'histoire, juste une succession sans âme de zones résidentielles. Impossible de se balader à pied. Bâton Rouge, c'est l'Amérique de la voiture et des centres commerciaux. New Orleans, Bâton Rouge, 1 heure de route seulement, mais 2 univers que tout oppose. 1 heure de route, il y a une semaine, 6 heures aujourd'hui. Les distances s'allongent dans les bouchons du cataclysme. Des milliers de drames, pare-choc contre pare-choc. Keith Thompson, isolé dans la circulation, loin de chez lui. Séparé de sa ville, comme s'il avait perdu une bien-aimée. Yeah, everything's gone. Tout a disparu. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose? Yeah, you know. Oui. New Orleans is. I don't understand. Je ne comprends pas pourquoi on n'a rien pu faire avant. You know? It's like.
Tout le monde aime notre Mardi Gras. Everybody wants our Mardi Gras. Everybody wants our food. Tout le monde aime notre cuisine. Everybody wants our joy. Everybody Tout le monde aime wants notre that. joie. Tout le monde veut goûter à ça. It's very sad. It's very sad. You know, C'est vraiment you très look at Mardi triste. Gras again, and it's Prenez Mardi Gras par it's not exemple. the same anymore. Ça ne sera plus jamais pareil. Ça ne sera plus It's not pareil. gonna be the same. Keith est accueilli dans cette maison avec sa mère et sa sœur, elles aussi déplacées par la catastrophe. La ville leur est interdite par les barrages militaires. Ils la découvrent en vidéo. Sous leurs yeux se déroule le film du déluge. Une cité inondée à 80%. Regarde où arrive l'eau. Mon Dieu. Non, c'est le parc Louis Armstrong. Ouais, c'est le parc Louis Armstrong, oui. Je reconnais plus rien. C'est à Rampart Street. Oui, le parc Louis Armstrong. C'est terrible. Ça va être compliqué de remettre cette ville debout. C'est dans la partie historique de la ville. Ça prendra un temps fou. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir. C'est ça le problème. La Nouvelle-Orléans, c'était une ville si diverse. Les pauvres et les riches vivaient côte à côte. Parfois, il y avait des tensions, mais au moins tout le monde se respectait. Maintenant, beaucoup de ces gens pauvres ne reviendront pas. Et la ville va perdre quelque chose. Bien sûr, on souhaite que les gens sortent de la pauvreté, mais ce sont ces gens qui dansaient dans les rues. Ouais, exact. Les Mardi Gras Indians, la Second Line. Les groupes de carnaval. Ouais, exact. Tout ça pourrait disparaître. Voilà ce que nous avons peur de perdre. Did God keep health in your body yesterday? Can we have done? Well, I hear somebody say, yeah, but you're not telling it all. There was a storm yesterday. Well, that's true. But let me ask you something else. Did God spare your life in the storm? Did God give you a shelter in the time of the storm? Did God make a way for you when you couldn't do anything for yourself in the storm? Well, I hear somebody say, yeah, but look how many folk died in the storm. La foi en guise de toit. Dans ce temple baptiste, les évacués de la Nouvelle-Orléans sont des dizaines. Ils sont accueillis dans la prière par les habitants de Bâton Rouge.
Le gospel, finalement, c'est quand Dieu rencontre le jazz, quand l'inspiration devient supérieure. Comme pour Aaron C. Jackson, le chanteur de gospel réfugié à Bâton Rouge. Il n'a pas encore réussi à rentrer chez lui pour voir l'étendue des dégâts. En ce dimanche matin, son cœur n'est pas triste. Il n'a peut-être plus rien, mais il lui reste Dieu et ses chansons. La musique ici à l'église, est-ce que ça aide? Oui, absolument. La musique a toujours été l'un des éléments qui apaisent l'âme. Quand il n'y a plus de mots, il reste toujours la musique. Quand je joue la musique de New Orleans, du gospel, toute musique spirituelle, je ressens toujours une très forte émotion qui est difficile à expliquer, une sorte de calme, la conviction que tout va s'arranger. Les évacués sont des déracinés, étrangers dans leur propre pays. Les musiciens ont fini par trouver un refuge. Les studios de la radio WBRH dans un quartier pauvre de Bâton Rouge. On les entend dans chaque voiture, dans chaque maison, dans chaque transistor. Toute la journée, l'antenne est consacrée à la musique et aux artistes de la Nouvelle-Orléans. Après avoir offert son jazz funéral à Bourbon Street, Michael Foster vient témoigner sur les ondes. Oh yeah, mighty big Luther King. Pendant l'ouragan, il était en tournée avec son groupe. Je me souviens quand le maire Ray Nagin est allé à la télé pour dire « Et ceci n'est pas un exercice ». C'est vraiment en train d'arriver. Là, j'ai eu un très mauvais feeling. Je n'oublierai jamais ce moment. Je vais vous dire, c'était vraiment surréaliste de regarder les souvenirs de mon groupe disparaître. Des mecs qui venaient tous du cœur de la ville, New Orleans East, le Lower Ninth Ward ou Algiers par exemple. Mes musiciens regardaient la télé et ils ont littéralement vu leur maison être engloutie. Et j'ai vu l'expression de leur visage, passer de l'incrédulité aux larmes. Ziad Tamami anime cette émission depuis près de 30 ans. Il n'a réellement pris conscience de l'ampleur du désastre que ce matin. Je vais vous dire, chaque dimanche, j'ai 2 émissions de jazz, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Et je suis à l'antenne depuis 29 ans. Je fais toujours la promo des concerts de Lafayette, Bâton Rouge et bien sûr de la Nouvelle-Orléans. Et ce matin, machinalement, je regarde le calendrier des concerts et soudain je me dis « Mais où sont les concerts de New Orleans ?» Et je l'ai pris en pleine gueule, un vrai choc. Le temps s'est écoulé à Bourbon Street, mais le calendrier des concerts est presque toujours aussi pauvre. Dans la rue, des travailleurs et des policiers venus de partout, même du Mexique, pour reconstruire ce qui peut l'être. Mais le jazz a perdu ses droits, au profit d'une espèce de pot-pourri cacophonique. Non mais regardez-moi ces gens. C'est que des gars, c'est bizarre. Avant, il y avait plein de femmes ici, dans une rue très belle, avec plein de jolies filles. Maintenant, il n'y a que des mecs et beaucoup de flics aussi, qui surveillent. Ce sont tous les travailleurs qui reconstruisent et qui nettoient peu à peu la ville. Est-ce que les gens qui écoutent votre musique sont différents? Ah oui, ça c'est sûr. Avant, nous avions un public de connaisseurs.
Ils se réservaient 1, voire 2 semaines dans l'année pour se divertir ici. Il y avait beaucoup de touristes qui savaient ce qu'ils voulaient. Et ils revenaient année après année. Et maintenant, c'est plus des mecs comme lui, là? Oui, c'est exactement ce genre de mec. C'est la norme maintenant. Et puis on entend du rock partout. Il n'y a plus beaucoup de blues, plus beaucoup de jazz. Les genres de musique sont limités. Ce musicien qui a perdu sa rue, c'est Joseph Brown, saxophoniste à Bourbon Street depuis une vingtaine d'années. Membre d'un groupe de 5 musiciens. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Les autres ne sont pas revenus. Joseph a aussi perdu son instrument de toujours dans l'inondation. Il joue maintenant avec un saxophone de remplacement. Depuis 150 ans, le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans est une référence. L'extravagance des parades succède à l'intensité de nuits endiablées et alcoolisées. Il y a Rio de Janeiro, Venise et New Orleans. Le reste, ce sont des amateurs. L'édition Mardi Gras 2006 a eu ses chars et ses déguisements, mais il manquait l'ingrédient principal, le public. Le contraste avec les éditions précédentes est saisissant. Le cœur y est, mais en cette année 2006, Mardi Gras sonnait faux. Presque aucun marching band professionnel n'a pu être réuni. Seuls les élèves des lycées alentours ont répondu présents. Les parades étaient très courtes et se sont déroulées devant un public certes motivé mais éparse. Pour les touristes, choisir la Nouvelle-Orléans semble encore une idée incongrue. Normalement, ça serait plein ici. Et même, normalement, ces estrades sont louées à prix d'or. Parce que les gens veulent être en hauteur pour attraper un maximum de perles. Et aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, il n'y a personne. Enfin, il y a 2 mecs là-bas, quoi. La ville est donc toujours dépeuplée. La population est éparpillée aux 4 coins des États-Unis. Parmi les réfugiés, des milliers de musiciens. Par exemple, après la catastrophe, plus de 800 artistes ont trouvé refuge à Houston, au Texas. C'est le cas de Eugene, issu d'une famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans. Ce batteur de jazz vit dans cette résidence d'appartement depuis qu'il a abandonné sa maison. Je suis ici dans ce lotissement depuis 2 mois. Et vous pourriez rester plus longtemps encore? Peut-être que je resterai encore 1 mois ou 2. Mais pas plus? J'espère pas. Je peux pas m'entraîner ici. À cause des voisins. À Houston, dans son 2 pièces, Eugene a des voisins qui ne supportent pas le bruit. C'est gênant.
pour un batteur professionnel. Alors il s'entraîne quand même, comme il peut. Eugene a trouvé une combine. Mes voisins ne sont pas mélomanes, dit-il, qu'à cela ne tienne, j'ai des amis ailleurs. Au Percussion Center, par exemple, où on aime les roulements de tambour. Le patron de ce magasin de batterie est convaincu que l'arrivée des musiciens de New Orleans au Texas est une chance inespérée. Alors, par solidarité, il leur vend des batteries sans faire de profit. Si vous venez de la Nouvelle-Orléans, c'est 350 $ au lieu de 900. Je pense que nous sommes en train de vivre un moment historique. Je veux dire par là qu'au final, si suffisamment de musiciens de la Nouvelle-Orléans restent à Houston, il y aura une sorte de mélange de styles et d'attitudes. Et ce sera la naissance d'un nouveau genre de percussion et de musique. C'est la chose la plus géniale qui puisse se produire. Même si nous avons été rapprochés par une tragédie, je pense que ce genre de communauté musicale peut se développer. Et là, qui sait ce qui peut arriver? Je veux dire, c'est comme ça que le jazz est apparu. Ceux qui sont allés à la Nouvelle-Orléans ont tous des souvenirs, de bons souvenirs. Et maintenant, quand on y retourne, les endroits dont on se souvient ont soit disparu ou bien sont changés à jamais. Et tous les musiciens de là-bas sont nos amis. Ce sont les musiciens qu'on aime. Et là, ils n'y sont plus. Je ne sais pas, mec. Je ne connais pas la suite, mais peu importe. La musique et les musiciens sont toujours vivants. Et que ce soit dans les rues de New Orleans, Houston ou même de Tombouctou, ça survivra pour toujours. Alors l'âme de la ville n'est pas morte? Jamais. Si un jour Houston devient une nouvelle capitale du jazz, ce sera un peu grâce à lui. Paul English, le pianiste, a monté une association pour trouver du travail aux centaines de musiciens réfugiés en ville. Paul a contacté des dizaines de restaurants, quasiment tous les bars de la ville et même certains hôtels. Et il est accueilli à bras ouverts. À Houston, les musiciens de New Orleans ont la cote. Le Daily Café Review a décidé de jouer le jeu. Chaque dimanche, les habitants de Houston vont désormais déguster des brunchs en musique, façon New Orleans. Ici, cela était peut-être encore un petit peu plus facile qu'ailleurs, puisque la manager du restaurant est elle-même une réfugiée de New Orleans. Embauchée peu après son arrivée, Shannon Hoffman n'arrive pas à y croire. Sa musique, toujours vivante, comme elle, en exil à Houston. J'ai tellement de gratitude. Tellement de gens ont été bons envers moi ici. Pardonnez-moi. Je voudrais pouvoir leur rendre l'appareil. J'adore ce restaurant. Avoir ma musique ici, ça me tire les larmes. Jamais je n'aurais cru que ça arrive si vite. Et Janice, la patronne, a tenu à le faire. Je ne l'oublierai jamais. Pour Eugene le batteur, tout va bien. Ce soir, il a un contrat. Un gig, comme disent les musiciens.
Il y a du travail pour tout le monde à Houston. À quelques kilomètres de là, le célèbre Dwayne Burns joue dans une autre soirée. Un gig rapporte en moyenne 150 $ de l'heure. C'est 2 voire 3 fois le tarif de Bourbon Street. Le mal du pays, remboursé en billets verts. La Nouvelle-Orléans fait face à une deuxième catastrophe, culturelle celle-là. Bon nombre des 800 musiciens réfugiés à Houston pourraient en effet décider de ne jamais rentrer chez eux. Rien ne vaut sa maison, rien ne vaut la Nouvelle-Orléans. Mais nos intentions sont de transformer Houston en une ville plus musicale. Voilà notre objectif à nous, les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Nous pouvons changer cette ville. On pourrait même améliorer leur cuisine, tant qu'on y est. Nous allons ramener les gens sur la piste de danse. Ce n'est pas la première fois que la Nouvelle-Orléans essaime son talent à travers le monde. L'exemple le plus illustre est peut-être Sidney Bechet, né en Louisiane puis parti jusqu'en France dans les années 50. Là, il a créé son propre style, mélange des effluves de New Orleans et de parfums français. Ça va mon gars? Et toi? Nickel, c'est bon de te voir mec. Alors voici Wynton Marsalis et Irving Mayfield, les 2 plus grands trompettistes du monde, ici au même endroit. Non, ça c'est lui. Non, arrête de déconner. Vous savez, la Nouvelle-Orléans va se relever. Bien sûr, nous avons besoin d'aide. Mais nous avons toujours notre esprit. Et ça, je peux vous dire, on ne le perdra jamais. On jouait encore hier soir avec lui. Et bon sang, tout le groovy de ce mec. Non, notre esprit est indomptable. On revient, mec. Il y a déjà des gens tout autour. Message pour la France, le jazz est toujours vivant ici. Voilà. Voilà, vous verrez. Thank you, man. Thank you. Écoutez, c'est Deacon John. Regarde sa gueule. C'est Mardi Gras. Regarde-moi ça. Cette star du jazz habite une belle maison sur St. Charles Avenue. Fats Domino, lui, avait choisi de rester dans les quartiers pauvres. Mais avec le succès, bon nombre de musiciens se sont installés sur les hauteurs. C'est le cas de Deacon John, qui voit en Katrina le révélateur des inégalités historiques de la ville. Nice to see you, man. I haven't seen nothing but Katrina for the last week. L'avenue Saint-Charles, c'est la séparation entre les marais et les terres plus hautes de la ville. Donc tous les riches marchands de coton achetaient leurs villas sur Saint-Charles-Avenue pour être près du port. Mais le reste de la ville a été construit sur des marécages. Donc Mère Nature est juste en train de se réapproprier les marais. C'est triste à dire, mais c'est vrai, les terres hautes ont été épargnées. Quand je suis revenu chez moi, il n'y avait pas d'inondation, il n'y avait que des dégâts sur le toit. Et c'est couvert par l'assurance. Plus chanceux tu meurs. That's why I'm going to Louisiana.
get me a mojo hand. I'm going to Louisiana and get me a mojo hand. I'm gonna fix Hurricane Katrina so she can't come playing my land. Oh, I got some more for you. Joseph, le saxophoniste de Bourbon Street, a eu moins de chance. Pendant l'ouragan, les trompettes, pianos, clarinettes, les batteries aussi ont été arrachées à leurs propriétaires par la boue et l'humidité. On ne compte pas non plus les partitions et les enregistrements originaux qui s'accumulaient dans des collections privées chez les gens et qui ont été dispersés par les vents. Joseph, lui, a perdu son saxophone, un vieil ami. On est ensemble depuis si longtemps, on se connaît, du coup c'est facile de jouer. C'est un peu comme conduire une voiture sans direction assistée. Le moindre virage est un effort, alors que tu es habitué à une voiture avec direction assistée, et c'est facile. En tant que musicien, en tant qu'artiste, avec un sax sans direction assistée, tous tes efforts visent à faire marcher ce sax. Et la créativité devient secondaire. Alors qu'avec mon sax de toujours, je peux jouer et je peux penser en même temps. Mais en même temps, ça me rappelle l'histoire du mec qui pleure parce qu'il n'a pas de chaussures. Et il descend la rue, il regarde autour de lui, et il tombe sur le mec qui n'a pas de pied. Ça veut dire que quand tu te sens déprimé, il suffit de regarder le résultat de cet ouragan et tu arrêtes de pleurer. My dream came, the wind and the wheel of flame, love's sweet melody, but all of the time we quite sure that I'm completely underwater. So I just want to say there might be a chance for us to survive. All right. Call me next week. I'll let you know. Un dernier truc très important. Il y a des années, je discutais avec Bob Marley, le père du reggae. Et je lui ai dit, comment as-tu créé ce style? Il me dit, j'écoutais une radio de New Orleans il y a longtemps. C'était en grandes ondes, on pouvait la capter jusqu'en Australie. Et lui, il l'a captée en Jamaïque. Et c'est comme ça qu'est née sa musique. Ce n'est pas juste le jazz, c'est un grand mélange. C'est un gombo de tous ces grands artistes, avec le rhythm and blues par exemple. Voilà, Johnny Adams par exemple. Il y a tellement d'âme là-dedans. La journée se termine à WBRH. C'est au tour du professeur Baptiste d'être interviewé par Zia. Le professeur B est accueilli avec la déférence due aux savants qui enseignent le jazz à l'université de l'État de Louisiane. Des générations d'artistes sont passées entre ses mains, des frères Marsalis à Michael Foster et tout son groupe. Vous savez, ça fait 30 ans que j'enseigne à l'université, mais aussi dans un lycée. Et croyez-moi, les gosses jouent d'une manière déjà très professionnelle. Ce que nous faisons dans mon école, qui s'appelle l'École des arts créatifs de la Nouvelle-Orléans,
Ce que nous faisons là-bas, c'est que nous leur transmettons tout l'héritage musical du XXe siècle, de Buddy Baldwin à toutes les formes de musique d'aujourd'hui. Et chez eux, eh bien, ils utilisent des ordinateurs et ils font leur propre mélange. En fait, on leur enseigne les bases et après ils se débrouillent. Ils explorent et ils développent leur propre style. Maintenant, il est temps pour eux de créer leur propre école. The next generation. The Next Generation. La voilà, cette nouvelle génération, dans un club de Bâton Rouge. Des enfants de la Louisiane. Ils sont habillés comme des rappeurs, mais leurs idoles sont Louis Armstrong, Sidney Bechet ou Wynton Marsalis. Michael Foster et son groupe ont battu le rappel. Il fallait offrir une second line à la Nouvelle-Orléans. Pour un jazz funéral triste, mais joyeux, comme il se doit. Car cette jeune génération est peut-être en train d'abandonner le berceau de la Nouvelle-Orléans. Quitte à trouver son âge adulte ailleurs, dans la grande Amérique du jazz.